All right. Hello and welcome everyone. Thank you for Bonjour joining. à tout le monde, je m'appelle Lydia Moretti et je suis responsable du programme de Pathfinder à Washington. Bienvenue à notre avant-dernière réunion de cette série. Nous avons commencé euh, à partager les leçons que nous avons acquises et en ce qui concerne les questions de santé reproductive pour les adolescents notamment. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la façon dont les adultes aussi mettent en œuvre ces programmes et leurs interactions avec les adolescents. Lors de la présentation d'aujourd'hui, nous allons vous donner une vue d'ensemble du projet Beyond Bias, au-delà des préjugés, en mettant en valeur ces principaux éléments. Et bien entendu, nous vous fournirons un lien qui vous permettra d'y accéder ensuite. Nous allons ensuite passer du temps à échanger nos connaissances et nos expériences. Diapositive suivante. Comme vous pouvez peut-être le voir sur la base de cette diapositive, nous avons une discussion intéressante que nous allons avoir ensemble. Je voulais m'assurer que les diapositives sont visibles parce que je ne la vois pas là. Oui, voilà. Excellent. Merci. Comme je disais, comme vous pouvez voir sur la base de ces diapositives, nous allons avoir une discussion très intéressante et vous entendrez des opinions des différents membres de l'équipe Beyond Bias. Et nous allons d'abord parler d'une présentation générale du thème. Et ensuite, nous aurons une discussion avec un panel, avec un modérateur, où tous les membres du panel pourront partager leurs expériences et répondre à vos questions. Nous avons reçu toute une liste de questions déjà, donc merci pour votre intérêt. Et nous espérons pouvoir y répondre à la plupart de ces questions, soit dans les présentations, soit dans la discussion du panel, ou par des réponses directes à vos questions. Ceci dit, j'ai l'honneur de présenter nos intervenants et nos panélistes d'aujourd'hui. Marta Pirzadeh sera ici. Elle est conseillère technique principale pour la santé des adolescents et des jeunes à Pathfinder. Il y aura également Mohamed Brooks, qui est un conseiller principal de Pathfinder en suivi, évaluation et apprentissage. Il y aura aussi des membres des équipes de pays, notamment Bruno Ki, qui est directeur technique de Pathfinder du bureau du Burkina Faso, Hello Leisa, qui est coordinatrice en Tanzanie, et Marty Alatif, qui est directeur de programme au Pakistan. Et j'ai également l'honneur de présenter Gwyn Hainsworth, qui est responsable principal de programme de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui sera présente avec nous aujourd'hui. Merci donc à tous les panélistes et bienvenue. Merci d'avoir pris le temps. Je suis très heureux d'écouter cette discussion. D'abord, je vais passer la parole à Marta, qui va vous présenter quelques remarques préliminaires sur l'importance de ce travail. Donc, vous avez la parole. Marta. Merci, Lydia. Diapositive suivante. Voilà, très bien, merci. Donc, bonjour, bonsoir, suivant l'endroit où vous vous trouvez. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour lancer ce webinaire et partager les discussions et des expériences sur Beyond Bias. Vous êtes présents ici parce que vous reconnaissez le rôle et l'importance des préjugés des prestataires qui affectent la capacité des jeunes d'avoir accès aux services de contraception.
Donc, nous allons définir ce préjugé des prestataires et expliquer pourquoi c'est important de lutter contre ce préjugé, notamment surtout dans les pays à faible revenu ou revenu intermédiaire. Et je vais donner quelques statistiques. Beaucoup d'entre vous connaissez ces chiffres que vous voyez ici. Vous voyez que les jeunes ont des besoins qui ne sont pas satisfaits en matière de contraception, comme on peut le voir sur la diapositive, sur 32 millions de filles adolescentes dans les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure, qui voudraient éviter une grossesse, 14 millions, donc 43%, n'ont pas pu avoir accès à ces services de contraception modernes. Et dans les pays que nous ciblons pour Beyond Bios, l'utilisation de méthodes modernes de contraception parmi les femmes de 15 à 19 ans est très faible. 6% au Burkina Faso, 7% au Pakistan et 8% en Tanzanie. Et il y a des études qui montrent que les préjugés des prestataires, notamment l'idée que les jeunes ne devraient pas être sexuellement actifs et que les jeunes femmes mariées devraient prouver qu'elles sont fécondes, comme des raisons de ces problèmes. Nous avons organisé des webinaires, nous sommes d'accord maintenant, nous agissons pour dire que ces préjugés et le comportement des prestataires sont une barrière à la contraception, à l'accès à la contraception. Et ce projet vise à trouver des solutions innovantes pour surmonter ces difficultés et relever ce défi. Et aujourd'hui, nous voulons aller au-delà de cela et nous voulons discuter de ce que cela veut dire pour vous et des raisons pour lesquelles c'est très important de changer ces préjugés du point de vue du programme. Diapositive suivante. Merci. Donc, comme nous savons tous qu'il y a des problèmes, mais il faut savoir comment s'attaquer à ces problèmes. Et il faut des fois clarifier les valeurs. Et la supervision a été insuffisante jusqu'à présent. Donc, tout ce que nous devrions faire, c'est changer, perturber le statu quo. Et nous avons pris des mesures qui nous permettent de comprendre les raisons de ces préjugés des prestataires, mais également nous allons fournir des solutions adaptées à la situation pour améliorer la qualité des soins pour les services de contraception pour les jeunes. C'est un investissement unique en son genre qui a attiré l'attention de beaucoup sur la question des préjugés des prestataires tout en multipliant les faits et les données sur la situation sur le terrain. Mais nous ne voulons pas que ce que nous avons appris reste rangé dans des classeurs et ne soit pas utilisé. Donc, nous voulons partager ces idées et nous voulons faire en sorte que cela soit utile pour accroître l'accès à ces services pour les jeunes dans le monde entier. Nous avons disséminé les résultats des évaluations de rapports et de webinaires précédents. Mais donc aujourd'hui, nous voulons voir pourquoi nous pouvons changer les choses, perturber le statu quo. Et nous avons mis en lumière le modèle pas à pas et nous allons partager les différentes opportunités qui nous permettront de trouver des solutions et notamment comment faire. Des suggestions concrètes. Et quelque chose que je voudrais dire, c'est que nous pouvons adapter le titre de cette étude en fonction du pays où vous vous trouvez. Et ça peut être intégré à des programmes existants, qu'il s'agisse de programmes visant à renforcer les systèmes de santé ou à essayer de sensibiliser la population concernée ou trouver des moyens d'adapter les méthodes de changement de comportement à d'autres domaines et où nous pouvons voir que les projets existent. Donc, ce n'est pas seulement pour la contraception. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de lutter contre ces préjugés dès aujourd'hui. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Bram, qui va vous donner plus de précisions à ce sujet. Merci. Très bien, merci beaucoup Martha. Je vais passer quelques minutes pour parler des différentes composantes du projet Beyond Bias, au-delà des préjugés, et notamment vous montrer comment nous sommes attaqués à ce problème. Nous allons vous montrer des détails concrets sur nos interventions et n'hésitez pas d'enregistrer cela et de nous poser des questions.
vous pouvez trouver les informations sur le site web de Pathfinder. Diapositive suivante. Okay. Tout d'abord par les informations principales du projet Beyond Bias, qui était de concevoir et de tester un ensemble de solutions nouvelles et évolutives visant à lutter contre les préjugés des prestataires à l'égard des jeunes. Donc, il s'agissait d'un partenariat de Pathfinder International dans 3 pays, mais aussi la plateforme pour mettre en œuvre l'intervention dans différents contextes nationaux. Wild Labs, qui est notre partenaire, qui nous a aidé à développer une nouvelle intervention auprès des jeunes. Camber, qui nous a aidé à intégrer la segmentation psychographique dans notre intervention. Et Rand, qui est notre évaluateur externe avec une expertise en économie comportementale. Donc, ensemble, ce groupe, ce consortium a conçu, développé, testé, mis en œuvre et évalué l'intervention Beyond Bias. Et grâce à notre expérience collective, nous sommes ravis de partager nos idées de mise en œuvre dans le cadre de notre guide pratique. Diapositive suivante. Donc, cette approche est basée sur le changement de comportement. Donc, en fin de compte, il s'agit d'une intervention qui est conçue pour changer le comportement des prestataires sur la façon dont ils traitent les adolescents qui se rendent pour avoir accès aux services de planification familiale. Et elle repose sur 3 piliers mis en évidence par Donc, c'est un modèle transthéorique. Je parlerai de ces 3 piliers appliqués sur le terrain dans les prochaines diapositives, mais pour le moment, restons-en au cadre théorique. Donc, on va commencer avec Sommet active, qui est le prestataire en ciblant les phases des phases préalables qui servent à humaniser les préjugés en améliorant la connexion émotionnelle avec les jeunes et en répondant à leurs craintes et à leurs préoccupations du prestataire concernant la réaction de la communauté. Donc, il s'agit d'éduquer les prestataires. Et pour Rewards, nous ciblons les étapes de rechute et de maintien en créant une responsabilité sur la qualité de service, en offrant des récompenses basées sur la performance et en changeant les normes professionnelles pour les services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Donc, ces 3 piliers combinés, sommet, connexion et récompense, sont conçus pour apporter des changements au niveau du prestataire dans ce que nous appelons le cadre des 6 principes. Si l'intervention est mise en œuvre telle qu'elle a été conçue, nous devrions voir les prestataires appliquer une communication sensible, fournir un espace sécuritaire et accueillant, travailler avec les jeunes pour rechercher la compréhension et l'accord et assurer la sécurité des informations, respecter la décision des patients. Donc, voyons maintenant ce à quoi ressemble l'intervention Beyond Bias dans le monde réel. Donc, le voyage du prestataire commence avec le premier pilier, qui est le sommet. Il s'agit d'un événement axé sur des histoires destinées à aider ces prestataires à prendre conscience sur leurs propres préjugés et pour qu'ils fassent preuve d'empathie envers ces jeunes. Donc, le cadre d'un atelier d'une journée, les prestataires passent par une série d'exercices interactifs, de témoignages et d'autoréflexion guidée pour humaniser ces préjugés. Et donc, pour faciliter ces conversations, l'équipe, au-delà des préjugés Beyond Bias, a développé des vidéos d'histoires personnelles dans chaque pays qui a permis aux prestataires de s'ouvrir, de réfléchir, de se connecter émotionnellement à ces jeunes. Donc, regardons à cette vidéo développée au Burkina Faso pour que vous ayez une meilleure idée de ce que cela implique. Donc, nous allons donc passer à la diapositive suivante et vous montrer cette vidéo. Je m'appelle Rachida Tou. Ces événements se sont déroulés quand j'étais en classe de 4e. Je n'avais que 13 ans quand je suis tombée enceinte. Mais avant d'en arriver là, je sortais avec un garçon du nom de Hervé. Et il vivait avec sa tante. Il ne pouvait pas venir chez moi à la maison parce que mes parents étaient des musulmans pratiquants. Et un jeudi soir, après son cours de handball, on s'est retrouvés au jardin et il m'a parlé d'une conversation qu'il avait eu à avoir avec
ses camarades concernant les méthodes contraceptives. Il m'a dit qu'un de ses camarades avait obligé sa petite amie à adopter une méthode de contraception et que depuis lors, ces deux-là pouvaient avoir des rapports sexuels sans risque que la fille tombe enceinte. Comme il m'a convaincu, je lui ai demandé de m'accompagner aussi pour que moi aussi je puisse adopter une méthode de contraception. Le jour où on est parti au centre de santé, il avait honte, il ne voulait pas rentrer. Mais comme je tenais à ma relation, je suis rentrée. Et j'étais en face d'une dame qui avait au moins l'âge de ma mère. J'ai demandé à la dame là si elle pouvait me proposer une méthode injectable pour ne pas éveiller les soupçons chez les parents. La dame là m'a regardé longtemps. Puis elle m'a dit, ma chérie, je ne peux pas t'administrer une méthode contraceptive. Tu es trop petite. Ça m'a beaucoup frustrée. Et je suis sortie. Hervé m'attendait devant la porte. Il m'a demandé si c'était fait. Je lui ai dit que tout était OK. 7 mois plus tard, je me suis retrouvée enceinte. J'avais peur d'être rejetée par la famille. Mais mon père a su garder son sang-froid. Il m'a juste demandé l'auteur de la grossesse. Et je lui ai dit que c'était un garçon qui était dans mon école et qui faisait la classe de seconde. Malgré la grossesse, je partais à l'école. Et j'ai accouché pendant l'année scolaire. Mais malgré tout ça, j'ai passé l'examen du BPC. Mais j'ai échoué au second tour. Ça m'a fait beaucoup de chagrin. À tout ça aussi, on peut ajouter le rejet. J'étais devenue la risée de tout le monde. Mes camarades me rejetaient. Je suis obligée de me débrouiller pour subvenir aux besoins de l'enfant. À chaque fois que ma maman me regardait, elle fondait en larmes. J'étais vraiment devenue la risée de tous. Et même à l'école, certains profs prenaient exemple sur moi pour faire rire aux élèves. Je regrette beaucoup. Thanks, Merci beaucoup d'avoir nous avoir montré cette vidéo. Ça me tourmente à chaque fois que je la vois. Vous voyez l'émotion qui permet de faire face aux préjugés et faire preuve d'empathie auprès des jeunes. Donc, après Sommet, les prestataires sont inscrits dans des groupes Connect, donc de connexion. Diapositive suivante. Donc, Connect sont des forums d'apprentissage interactifs pour partager leur expérience et résoudre les problèmes avec leurs pairs et appliquer des services de planification familiale impartiaux. Les forums Connect sont organisés numériquement tous les mois via WhatsApp ou en personne, au Burkina par exemple, ou parfois un mélange des deux. C'est la façon dont nous l'avons fait en Tanzanie. Et elles sont mises en œuvre à l'aide de facilitateurs formés qui peuvent répondre aux questions techniques et motiver la participation à Connect. Diapositive suivante. Et le troisième pilier d'intervention de Beyond Bias, c'est Reward, récompense. Il s'agit d'une intervention non monétaire basée sur les performances et fondée sur les commentaires des clients qui examinent les comportements des prestataires. Nous avons utilisé des enquêtes de sortie pour évaluer les performances des établissements. Nous évaluons les fiches d'évaluation des établissements. Nous les classifions en fonction de leur performance en matière de soins impartiaux. Diapositive suivante.
Donc, regardons maintenant, jetons un coup d'œil rapide au cadre d'études et aux endroits où nous avons mis en œuvre l'intervention Beyond Bias en Tanzanie, Pakistan, Burkina. En Tanzanie, au Burkina, nous avons travaillé dans des établissements publics où il y avait plusieurs prestataires dans une même clinique. À l'inverse, nous avons travaillé avec des prestataires privés affiliés à la franchise Green Star au Pakistan. Nos sites d'études trouvés pour la plupart dans des environnements urbains et périurbains. Toutefois, nous avons travaillé avec quelques installations semi rurales au Burkina et en Tanzanie. Il convient également de noter qu'en Tanzanie et au Burkina Faso, l'intervention Beyond Bias s'est superposée à des projets de plateforme rôle afin de nous aider à évaluer les effets de l'intervention. Je parlerai brièvement des résultats dans la diapositive suivante. Donc, l'approche de l'évaluation est une conception d'études à méthode mixte. Donc, la composante quantitative d'une étude d'essai contrôlée randomisée a été utilisée. Elle a utilisé des résultats de multiples sources de données, notamment des entretiens, des sondages de sortie avec clients mystères, etc. Pour mesurer l'impact de l'intervention. La composante qualitative a consisté en des entretiens approfondis avec des clients, des prestataires, des gestionnaires, de structures et des parties prenantes clés pour donner du contexte à nos résultats empiriques. Si je devais résumer les résultats principaux de l'évaluation en une seule diapositive, j'utiliserai cette figure qui présente les 4 domaines de résultats. Donc, premier point, les attitudes de croyance des prestataires. Deuxième, soins centrés sur le patient. Le troisième, la méthode reçue. Et quatrième, le traitement reçu. Donc, en résumé, lorsque nous regroupons les résultats de 3 pays, nous comparons les résultats, l'intervention a permis d'améliorer considérablement les attitudes et les croyances des prestataires, comme vous le voyez sous domaine. Nous avons également constaté les effets positifs sur les soins centrés sur le patient et sur la perception du traitement. C'est pour ça que cela était important et ça a été observé sur les attitudes des prestataires. Pour les méthodes reçues, nous n'avons pas vu d'effet dans ce domaine. L'une des raisons pour lesquelles aucun effet n'a été observé dans le domaine 3 et que l'utilisation de la planification familiale était déjà assez élevée dans notre contexte. Donc voilà, un aperçu très rapide, très généralisé. Donc pour plus de détails sur les résultats de l'évaluation, je vous recommande de vous rendre sur le site web de Beyond Bias et vous pouvez lire les résultats du rapport complet, le résumé et l'évaluation. Diapositive suivante. Alors, avant de terminer cette présentation, je voudrais partager quelques citations et réflexions qui montrent comment cette intervention de Beyond Bias aide les prestataires à s'approprier leur propre jugé. Donc, commençons d'abord par la première citation qui est d'un prestataire au Burkina Faso. Refusait de proposer une contraception à une jeune fille parce qu'elle était trop petite pour commencer à avoir des rapports sexuels. Je lui ai dit, toi, en tant que petite fille, tu connais déjà les conditions. Après, elle est restée muette. Elle est rentrée chez elle. 3 mois plus tard, je l'ai revue. Elle m'a regardée avec mépris et j'ai remarqué qu'elle était enceinte de 2 mois et que ses parents l'avaient chassée. Cela m'a particulièrement découragée à cause de mon comportement envers cette jeune fille. Deuxième citation d'un prestataire en Tanzanie. Je suis très touchée par cette vidéo de Summit. La vérité est que nous sommes la raison pour laquelle ces jeunes n'ont pas accès aux méthodes contraceptives. C'est nous qui poussons ces jeunes à tomber enceintes et qui les empêchons d'atteindre leurs objectifs en profitant les méthodes de contraception. Diapositive suivante. Je vais terminer cette section par quelques témoignages. Donc, pour entendre quelques pensées et réflexions sur le programme et qui ont des témoignages sur ce projet. Le premier, travailler avec le réseau Beyond Bias m'a donné la certitude que je ne suis pas seule et que ce que je fais n'est pas mauvais en soi,
moi, le groupe me donne la force de continuer à faire ce que je fais avec confiance et courage. Et autre citation, c'est mon expérience et que pendant de nombreuses années, nous n'avons pas fourni des méthodes contraceptives aux jeunes. J'ai dit aux jeunes qu'ils ne devraient pas avoir de relations de rapport sexuel à un jeune âge, qu'ils devraient attendre plus tard. J'ai été formée pour fournir des méthodes contraceptives aux jeunes. J'ai commencé à fournir des services aux jeunes, mais j'avais encore du mal à le faire pour les jeunes, car je les considère toujours comme mes enfants. Je les considère toujours comme mes enfants, mais maintenant je vais leur fournir leur méthode contraceptive. Maintenant, je vais passer la parole à Martha. Martha, tu as la parole. Thanks, Bram. And I think that this really gives you a flavor of what is happening throughout the intervention. So thanks for telling us a bit more about the model and the 3 pillars. And now I'm guessing that all the participants of this webinar are asking themselves, how do I get Maintenant, je me demande comment les participants pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de ça et qu'est-ce que nous pensons de cela. Voici la raison pour laquelle nous sommes ici, pour lancer ce qu'on appelle How to Guide, donc un guide concret de savoir comment agir dans ce contexte. Nous savons que nous avons remporté certains succès, mais nous devons travailler ensemble pour avoir plus de succès à l'avenir. Donc, nous allons vous donner ce guide pour vous permettre d'utiliser cette approche dans votre contexte. Au cours des prochaines minutes, nous allons vous présenter ce guide qui est adapté en fonction des différents publics ciblés et nous vous montrerons les sections de ce guide qui vous seront les plus utiles. Bien sûr, nous ne pourrons pas parcourir tout le guide aujourd'hui lors de ce webinaire, mais cela vous donnera une idée de ce qu'on peut faire avec ce guide et vous pourrez ensuite voir les détails vous-même dans ce guide. Donc, ce guide est divisé en 2 sections et en fonction de vos besoins, vous pourrez surtout lire une section ou l'autre. La première section pose la question, est-ce que ce modèle, le Beyond Bias, est approprié à mon contexte? Et la section 2, c'est comment puis-je mettre en œuvre ce modèle Beyond Bias? Et chaque section vous donne des instructions très claires pour vous permettre à prendre des décisions, à vous adapter et à mettre ce modèle en œuvre si vous pensez qu'il s'adapte, qu'il est approprié pour votre contexte. Diapositive suivante. Donc, je sais que nous avons un public très varié. Aujourd'hui, vous vous demandez peut-être est-ce que c'est approprié pour mon travail? Je peux vous dire que ce guide a été conçu et rédigé en pensant à de nombreux publics visés. Il y a différentes sections qui s'adapteront, qui correspondront à vos besoins particuliers. Par exemple, si vous êtes un décideur de haut niveau d'un gouvernement qui est conscient du problème des préjugés des prestataires, vous pourrez peut-être lire plus particulièrement la première section pour déterminer si votre pays devrait adopter cette approche Beyond Bias pour surmonter ces problèmes de préjugés des prestataires en ce qui concerne la santé de la reproduction. Il s'agit de décider si le modèle est approprié pour votre contexte. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Est-ce que j'en ai sauté une? Pardon, on revient en arrière. Là. Bon, en tant que personne chargée de la mise en œuvre du programme, disons que vous travaillez en tant que responsable au niveau du ministère de la Santé ou au niveau infranational, vous voudrez lire les 2 sections, 1 et 2, pour vous guider, pour savoir comment adapter et intégrer ce guide à votre programme en vigueur actuellement. Les annexes vous donnent également accès à d'autres ressources pour la mise en œuvre dans le secteur public. Diapositive suivante. Disons que vous êtes un bailleur et que vous essayez de soutenir des partenaires locaux pour atténuer les effets négatifs des préjugés des prestataires. Et vous pensez que vous pouvez fournir un soutien technique ou financier pour lutter contre les difficultés d'accès des jeunes aux services de santé et de la reproduction. Et donc, vous voudrez voir ce qui est approprié pour vous. Et la section 1 vous donnera beaucoup d'informations utiles pour vous aider à décider si ce guide peut être utile. Diapositive suivante. Et enfin, si vous êtes un membre
d'une agence chargée d'utiliser les fonds de bailleurs, qu'il s'agisse d'une ONG, d'une organisation communautaire ou peut-être d'une franchise privée travaillant avec des prestataires de santé et de la reproduction. Vous voudrez mieux comprendre quelle est cette approche et comment la mettre en œuvre dans le contexte de votre pays en utilisant des ressources des bailleurs. Donc, vous voudrez lire les deux sections 1 et 2 pour vous de ce guide, tout en tenant compte des ressources qui sont fournies dans les annexes. Et en fonction de votre situation, vous pourrez voir en quelle mesure ce guide pourra vous aider et vous pourrez décider comment l'adapter, comment l'utiliser. Et cela est expliqué clairement dans le guide avec beaucoup de conseils sur la mise en œuvre. Maintenant, je vais passer la parole à Lydia qui va nous donner plus de détails sur les principaux éléments de ce guide. Merci beaucoup. Merci Martha. Merci pour cette présentation et pour montrer comment ce guide peut être utilisé. Sur les diapositives suivantes, je vais vous montrer à quoi vous pouvez vous attendre si vous lisez le guide en termes de contenu, comment ça peut vous aider, en présentant ses principales composantes et vous montrer ce qu'il peut permettre de faire pour vous. En termes de contenu, ce guide est conçu pour répondre à des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que les préjugés des prestataires sont un problème et quelles sont les causes de ce problème? Et cela devrait vous aider aussi à comprendre pourquoi cette approche Beyond Bias pourrait vous aider, pourquoi vous avez intérêt à l'adopter. Vous pourrez également évaluer le modèle de Beyond Bias pour voir s'il s'applique à votre situation, notamment en voyant comment vous pouvez l'adapter si nécessaire. Et je veux indiquer ici que, et cela est bien précisé dans le guide, que même si vous déterminez que vous n'êtes pas prêt à adapter l'ensemble du modèle pour différentes raisons, il y a quand même des leçons à l'intérieur de ce guide que vous pouvez utiliser pour adopter certaines des méthodes suggérées par le guide dès aujourd'hui, sans plus attendre. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont utiles à tout le monde dans ce guide. Diapositive suivante. Le guide vous conduit à travers différentes étapes qui vous permettront de naviguer tout au long du processus. Notre intention, c'est de décrire plutôt que de prescrire. Donc, une fois que vous comprenez quelles sont les étapes à suivre, vous pouvez utiliser votre bon sens, votre jugement pour déterminer comment vous pouvez utiliser ce guide en fonction de votre contexte. Ceci étant dit, il y a une question qui a été soumise et qui demande comment on peut produire un équilibre entre l'affection du modèle et l'adaptation nécessaire en fonction du contexte. Et c'est une question très importante. Et nous répondons à cette question dans le guide parce qu'il est clair qu'il faut tenir compte de votre situation et juger par vous-même de la façon dont vous pouvez adapter le guide à votre contexte, car vous êtes le juge en dernier ressort. Nous avons fait ce que nous pouvions pour faciliter la compréhension de ce guide, mais nous voulions partager avec vous des conseils qui pourraient vous aider pour ne pas que vous ne risquez pas de tomber dans les pièges qui existent souvent dans cette situation. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire et d'autres choses qu'il ne faut pas faire, si possible. Donc, nous vous donnons des conseils concrets et nous voulons être sûrs que vous ne commettez pas les mêmes erreurs que celles qui ont été commises dans d'autres pays auparavant. Donc, vous tirez parti des expériences acquises. Et donc, nous vous donnons des conseils sur les essais randomisés, par exemple, pour les méthodes d'évaluation. Et donc, vérifiez cette section du guide, ça vous aidera à décider comment appliquer ce guide dans votre contexte. Mais vous n'avez pas besoin d'appliquer tous les détails, toutes les instructions, ce qui ne s'applique pas à vous. C'est à vous de faire preuve de jugement et vous utiliserez les outils d'évaluation pour vous guider, mais vous n'êtes pas forcé d'adopter toutes les mesures du guide si la situation de votre pays ne le permet pas, d'après votre jugement.
Et nous fournissons également des documents ou accès à des documents que nous avons mis en place ou qui vous seront utiles. Ici, voici un exemple d'une page du guide qui vous montre ce que vous pouvez faire et qui illustre ce dont nous avons parlé. Vous avez un certain nombre d'étapes à mettre en œuvre et vous avez des informations contextuelles qui pourront vous aider. Mais ici, vous avez un résumé de la raison pour laquelle cette étape est importante. Diapositive suivante. Ici, vous avez un autre exemple où nous fournissons des conseils étape par étape pour planifier, mettre en œuvre et faire le suivi des activités spécifiques que vous allez mettre en place pour atteindre votre but. Et nous fournissons des conseils, ce qu'on appelle un pro tip ici, qui donne des leçons qui ont été acquises sur le terrain et des conseils de choses à faire ou à ne pas faire en fonction de votre situation. Et vous pourrez voir, juger par vous-même comment vous pouvez adopter le modèle ou une partie de ce modèle seulement. Et maintenant, je vous donne un lien à ce guide, comme vous pouvez le voir sur cet écran, et ce lien est partagé avec vous dans la zone de chat pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que ce guide vous sera utile et que pour vous qui êtes présents ici, vous pourrez en tirer beaucoup si vous l'utilisez. Donc j'espère que vous trouverez des instructions qui vous serviront, des conseils utiles et que ça vous permettra de faire des progrès pour améliorer la qualité des soins de santé reproductive dans votre pays pour le bénéfice des jeunes femmes et des jeunes filles. Et je veux vous dire qu'il y a une version en français qui est en cours de traduction et qui sera disponible prochainement. Nous vous en informerons de cela. Et vous verrez sur la page où c'est en anglais, vous aurez des informations également en français qui vous aideront. Et ceci dit, je vais repasser la parole à Martha qui va nous présenter la deuxième partie de cette réunion sur les discussions du panel avec les panélistes. Merci beaucoup, Lydia. C'est vraiment passionnant d'en être ici et vraiment nous avons investi tellement dans ce guide que je pense que cela vous sera utile, je suis certain, et les panélistes vous montreront tous les efforts qui ont été fournis pour faire en sorte que ce guide réponde à vos attentes et que nous puissions partager des leçons sur les innovations que vous pourrez partager avec vous tous et vous toutes. Donc, merci à nouveau, Lydia, d'avoir présenté ces informations. Et maintenant, nous allons avoir la partie passionnante de ce webinaire où nous entendrons nos panélistes parler de leurs expériences dans le cadre du projet Beyond Bias. Quand vous vous êtes inscrit pour ce webinaire, vous souvenez que vous avez eu la possibilité de soumettre des questions aux panélistes et vous avez soumis beaucoup de questions. Merci pour votre participation. En fait, nous avons reçu tellement de questions que vous avez dû faire une sélection et nous avons donc choisi quelques questions auxquelles les panélistes vont répondre. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées dans la zone de chat. Nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions, bien entendu, mais je vous assure, comme Lydia l'a dit, que beaucoup des questions vous trouverez des réponses à beaucoup des questions que vous vous posez dans ce guide How to et d'autres réponses seront fournies lors de la discussion du panel et pour la suite de ce webinaire. Donc, avant de passer la parole aux panélistes, soyez sûr que vous ayez choisi la langue, le canal de la langue qui vous intéresse. Certaines des réponses des panélistes seront en français. Donc, si vous êtes anglophone, choisissez le canal anglais plutôt que le canal original pour entendre la traduction. Et vous pouvez faire cela en cliquant sur la map monde, sur le globe en bas dans la zone de menu et choisissez français ou anglais si vous ne l'avez pas encore fait. Diapositive suivante. Très bien, merci. Donc, nous allons commencer ce panel. Il y aura deux segments. Le premier portera sur la mise en œuvre et l'expérience des pays. Et ensuite, nous parlerons plus d'un point de vue international, mondial, pour prévoir, essayer d'anticiper l'avenir. Donc, je vais demander Bruno, Melia et Upender à activer leur caméra pour la discussion du panel. Très bien.
Je ne vois pas encore toutes les caméras, mais je pense que si, maintenant je les vois. Très bien. Donc, diapositive suivante. Docteur Bruno, j'ai deux questions pour vous. Je voudrais vous poser des questions, vous, pour le Burkina Faso. D'abord, le travail que vous avez fait dans votre pays a été phénoménal. Au Burkina Faso, en particulier, Pathfinder a été invité par le ministère de la Santé d'intégrer le modèle dans la stratégie du ministère de la Santé dans tout le pays. Nous aimerions que vous donniez quelques informations. Est-ce que vous pourriez nous dire comment votre équipe a été en mesure d'atteindre ce niveau d'efficacité? Et ensuite, en plus du travail en collaboration étroite avec le gouvernement, nous avons appris beaucoup sur les nuances des préjugés eux-mêmes. Par exemple, la cause au Burkina Faso des préjugés ont été considérés comme des causes situationnelles et structurelles par rapport aux deux autres pays. Donc, qu'est-ce que la mise en œuvre du modèle vous a permis de faire et de produire un impact encore plus important à l'avenir dans un nouvel contexte? Je vous passe la parole. I think you're muted, Bruno. Yeah. It is okay now? Yes, we hear you now. Ça fonctionne, oui. Okay. Merci, Martha. Je pense que tu poses ici deux questions très intéressantes dans le contexte burkinabé de la mise en œuvre de la solution Bâtir l'avenir. Alors, pour la première question, il faut noter que nous sommes juste partis du principe de cadre conceptuel de l'OMS pour le passage à l'échelle du cadre conceptuel de la mise en œuvre des interventions. Alors tout qui veut dire tout simplement avoir le but à l'esprit dès le début. Alors, dans ce contexte, dans le processus d'appropriation qui s'est déclenché ainsi depuis le début du projet, avec la mise en œuvre d'une structure, d'un cadre participatif impliquant toutes les structures de mise en œuvre ainsi qu'au niveau national. À titre d'exemple, au niveau national, il s'est agi de la mise en place d'un comité consultatif multipartite qui regroupait trois ministères de la Santé, qui regroupait des associations locales, notamment des associations de jeunes, qui regroupait des instituts de recherche et qui regroupait également l'association des municipalités du Burkina Faso. Et tout ceci était sous le leadership du ministère de la Santé à travers une direction technique. Alors, ce comité a donc servi d'équipe d'appui et qui a accompagné, qui a facilité et à promouvoir la solution Bâtir l'avenir du projet Beyond Base. Et ainsi, ils ont donc fait un plaidoyer et pour la prise en compte de cette approche dans le nouveau plan stratégique des adolescents et jeunes qui est en cours d'élaboration afin que la solution soit passée à l'échelle au niveau donc du Burkina Faso. Alors, toujours dans le cadre du plan institutionnel, pour continuer toujours l'institutionnalisation, l'équipe du projet a également travaillé avec une direction centrale du ministère de la Santé, notamment la direction de la qualité des soins et de la sécurité des patients, qui a accepté d'intégrer la composante sous récompense dans l'outil d'évaluation de la performance des formations sanitaires. Voici un peu de façon résumée tout ce que nous avons pu faire pour qu'il y ait une vraie adhésion, une institutionnalisation de l'approche Bâtir l'avenir au Burkina Faso. Pour ce qui est de la deuxième question, il faut noter que le modèle de Beyond Base est une intervention qui s'adresse prioritairement aux agents de santé. Mais force est de constater que l'intervention n'a pas été initialement conçue pour adresser tous les problèmes du système de la santé. Donc, dans le cadre du Burkina Faso, on a d'autres problèmes liés au système de santé qui ont certainement impacté sur la mise en œuvre de l'approche Bâtir l'avenir du projet. Notamment, on assiste au Burkina Faso à un très fort taux de mobilité des prestataires
Il y a également la charge de travail qui est pointée du doigt au niveau des formations santé, ce qui ne permet pas aux prestataires de le respecter et de voir les principes d'offre de soins de qualité. On assiste également au niveau du Burkina Faso à une inadaptation des infrastructures, ce qui rend des fois difficile l'offre de soins dans les conditions de confidentialité. Alors, au-delà de ces défis structurels, il est quand même important de pointer du doigt un défi programmatique qui porte essentiellement sur la démarche de l'obtention du choix éclairé d'une jeune cliente pour une méthode contraceptive. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, la cliente a dit qu'elle est venue dans la formation sanitaire et a demandé au prestataire de lui proposer une méthode contraceptive. C'est la réalité dans notre contexte ici, parce que la plupart des jeunes filles jugent la qualité des services satisfaisante lorsqu'elles ont l'impression que leur choix a été pris de façon conjointe avec le prestataire, alors que ces derniers fonctionnent sur le principe de non-intervention dans le choix final de la cliente. Alors, toute la question demeure en ce moment de savoir comment on doit contextualiser nos messages pour nous assurer que nous répondons au mieux aux préférences des jeunes clientes. Sur la base de tout ce que j'ai dit précédemment, à notre avis, tout passage à l'échelle devrait reconsidérer une approche systématique de l'approche de la solution bâtie l'avenir du projet Beyond Maes. Aussi, il serait intéressant d'explorer aussi davantage la problématique de choix de la cliente en matière de planification familiale, surtout chez les jeunes clients. En effet, est-ce que nous devrions toujours continuer de labelliser le processus de prise de décision conjointe de choix de la cliente comme étant une approche à ne pas encourager? C'est là une question qui, à mon avis, nous interpelle tous, mais en attendant, faisons de notre mieux pour continuer de résoudre les préjugés des prestataires afin qu'ils ne soient pas toujours vus comme un vieux problème à la produit, car des solutions efficaces existent pour les résoudre. À toi, Martha. Thank you so much, Bruno. Merci beaucoup, It's really Bruno. incredible to hear the unique Incroyable experiences from d'entendre Burkina, and to those of you who have not read the evaluation report or participated in the previous webinar, please do take a look at that, and you will really understand the nuances of implementation in the different countries, and where that's what we're really trying to give you a flavor of with this panel. So thank you for sharing that experience, particularly because of the strong relationship that you have with the MOH and engagement of youth through the scale up. We've learned so much from Burkina, and we appreciate your sharing that, Dr. Bruno. Now I'd like to hear about the experiences from the other two contexts where we implemented, starting with Tanzania. I see you've already changed the slide. Thank you. So, you know, having just heard about the incredible support from the government. Nous avons entendu le soutien du gouvernement du Burkina. Je voudrais changer un petit peu, de passer à une vitesse supérieure et parler de la Tanzanie et notamment de l'engagement des prestataires dans l'intervention Beyond Maes. Ça a été très impressionnant, tout comme son impact. Upendo, quels sont les aspects de la mise en œuvre qui, selon vous, ont contribué à ce succès? Donc ça, c'est ma première question. Et ensuite, en Tanzanie, Connect a été mise en œuvre comme un modèle mixte. Bram a expliqué les différents piliers tout à l'heure, comment Connect pouvait être mis en place en tant que modèle mixte. Donc en Tanzanie, c'était un modèle numérique via WhatsApp, mais aussi des réunions en personne, des établissements. Donc, c'est relativement différent des contextes précédents où les personnes étaient faites essentiellement en personne, ou une méthode ou une autre. Upendo, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que cette décision a été prise, cette approche mixte a été prise? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonsoir à ceux pour qui c'est la soirée. Merci pour cette fantastique question.
En Tanzanie, comme au Burkina, comme l'a expliqué Dr Bruno, l'initiative Beyond Bias a eu énormément d'adhésion du gouvernement, notamment auprès du ministère de la Santé. Ça a été établi comme une approche noble pour lutter contre les préjugés des prestataires. Et cela a permis d'obtenir de meilleurs soins, notamment au niveau de santé sexuelle et reproductive. Nous avons créé des commissions sans avoir peur de représailles. L'équipe régionale a adopté toute cette initiative en soutenant la participation des établissements lors de la phase de mise en œuvre. Mais plus important à souligner encore, les prestataires de santé ont apprécié le modèle Beyond Bias. Ils ont apprécié la valeur des informations fournies, car cela leur a permis d'améliorer une meilleure prestation de services de santé sexuelle et reproductive. En Tanzanie également, les informations qui ont été partagées avec les prestataires de santé ont permis ont adopté ce modèle pour travailler, pour s'occuper, pour soigner ces jeunes avec moins de préjugés. Donc, cette prise de conscience a été vraiment, a eu beaucoup d'importance pour eux. Nous avons les différents prestataires de santé ont été reconnus par le ministère de la Santé. Pour ceux qui ont adopté le modèle Beyond Bias, et la motivation cette motivation s'est adaptée aux individus, mais aussi au groupe dans son ensemble. Donc, en ce qui concerne la deuxième question, donc pourquoi ce modèle a pris en compte différents acteurs, cette méthode tous utilisent ce modèle mixte qui a été adopté en Tanzanie était une combinaison de numérique et en personne. Et nous avons donc travaillé sur par le biais d'un forum où ils ont pu partager leur expérience, résoudre leurs problèmes ensemble, alors qu'en personne, les groupes étaient ils étaient un petit peu plus structurés et organisés, travaillaient avec un cours, mais dans un cas comme dans l'autre, la participation était très élevée. Donc, ces facteurs
ont accéléré l'adoption. Martha, vous avez de nouveau la parole. Merci. Merci beaucoup, Upendo. J'espère que vous comprenez tous à quel point ce modèle est souple et adaptable et peut-être peut changer et peut aider les changements de comportement pour répondre aux besoins. Nous allons continuer à en parler par le biais du Pakistan. Diapositive suivante. So we have, as I was saying, we've learned Très bien. so much. Donc, nous avons appris ce qui s'est passé dans le contexte précis de la lutte contre les préjugés des prestataires. Nous avons entendu des commentaires sur l'expérience des prestataires et la collaboration avec le gouvernement. Et maintenant, Nadia, j'aimerais que vous nous parliez de votre expérience au Pakistan. Le Pakistan est le seul pays dans lequel nous avons travaillé avec le secteur privé. Donc, c'était une situation très différente de celle des deux autres pays. Donc, Malia, est-ce que vous pourriez nous parler de ces défis qui ont dû être relevés pour travailler avec les prestataires privés, comment vous avez relevé ces défis avec succès? Est-ce que vous pensez aussi que le modèle de Beyond Bias peut être mis en place au Pakistan dans le secteur privé avec succès et quelles adaptations pourraient être nécessaires pour rendre cela possible? Je vous passe la parole. Merci Martha. Les questions que vous posez sont très importantes et ça permet aussi de comprendre les contextes différents de la mise en œuvre de ce modèle. Donc, le travail avec le secteur privé est très différent du travail avec les prestataires du secteur public parce que pour les prestataires du secteur privé, ils ont le choix de participer ou non au programme, étant donné que les cliniques qu'ils dirigent sont des entreprises individuelles. Et donc, ils pourraient être bien sûr jugés redevables pour leur participation par leur superviseur ou leur directeur, mais c'est quand même un choix que fait l'établissement de santé privé. Donc, nous avons voulu faire le nécessaire pour motiver ces prestataires à participer à ce programme. Nous avons donc aidé les prestataires à nous parler de la population des jeunes comme tranche démographique principale pour ce qui nous intéresse, et nous avons appris très vite de travaux préliminaires que dans ce cas, il fallait utiliser une approche adaptée à cette tranche particulière de la population. Donc, nous avons travaillé sur la partie du sommet dont nous avons parlé, la partie du programme d'études, et nous avons également travaillé pour aider les prestataires à comprendre le besoin et les éléments essentiels du travail adapté à des jeunes pour fournir des services adaptés donc aux jeunes. Et donc, nous avons motivé autant que possible tout au long de ce processus pour les aider à comprendre comment il était important de cibler cette partie de la population, les jeunes, et comment nous pouvions les aider à peut-être développer leurs affaires et trouver plus de patients qui pourraient travailler avec eux. Et donc, là, nous avons demandé une participation. Et bien sûr, il y a un coût pour ces personnes. Donc, nous avons essayé de les motiver en montrant quels pourraient être les avantages et quel pourrait être l'impact sur leur pratique. Et pour les encourager à participer, nous avons utilisé des mentors et des personnes qui pourraient être des modèles, qui avaient travaillé dans ce domaine et qui pourraient essayer de les convaincre de trouver des moyens de surmonter leurs objectifs en partageant leurs propres expériences avec ces prestataires. Et nous avons également utilisé un élément basé sur l'intérêt propre du prestataire, en les aider avec leur santé, notamment en encourageant le yoga ou des différentes choses à faire pour les aider à être plus à l'aise dans cette situation. Et nous avons adapté notre catégorie de récompenses pour encourager la connexion numérique, et nous avons étendu nos récompenses pour les remercier de leur participation à la Connect, pour continuer à être en contact avec des gens, même s'il n'y avait pas de contact physique avec ces personnes. Donc, nous avons constaté que ce modèle Beyond Bias qui est utilisé pour le secteur public peut être utilisé avec succès
dans le secteur privé. Le Pakistan en est un bon exemple parce qu'il y a des problèmes communs et même s'il y a des différences, et pour nous, c'est important d'améliorer la qualité de la prestation des services dans le secteur public comme dans le secteur privé. Au Pakistan, le secteur privé est très développé et nous pensons que ce modèle pourrait créer un environnement habilitant les jeunes et les prestataires à être plus en contact. Et ces prestataires du secteur santé desservent une population très importante et c'est un domaine d'intervention très important qui donne accès aux jeunes à ces établissements. Donc, lors de nos conversations avec des experts techniques, des membres de conseillers techniques, beaucoup de gens ont mentionné que l'adaptation du secteur public au secteur privé était importante et qu'il faudrait travailler pour prendre les mesures nécessaires pour adapter cela. Les principes de soins de santé, on peut être inclus dans les sondages, dans les questionnaires que nous avions aux patients pour demander ce qu'ils pensaient des services reçus. Et cela a permis aussi de motiver davantage les prestataires du secteur privé. Nous avons utilisé des méthodes de formation également avant et pendant le service, avec notamment des cours de recyclage dans le cadre de programmes d'études très fournis. Et nous pouvons inclure notamment des sections sur le sommet, sur la récompense, dans le cadre de notre système. Et je voulais ajouter ici que ce que nous avons fait, nous avons répliqué ce qui a été fait dans un projet local qui travaille avec des établissements publics dans 6 districts du Punjab et qui cible les jeunes couples. Et nous avons testé cela dans ce cadre de ce projet. Et cela a été très rentable d'utiliser ce modèle et nous avons été très contents des résultats. Et donc, nous avons pensé que nous pouvions utiliser cela peut-être dans le secteur privé également, en adaptant selon les besoins, notamment pour le mettre à l'échelle. Et je pense que c'est un domaine d'intervention important qui a permis d'avoir beaucoup de succès au Pakistan. Donc, merci. Martha, je vous repasse la parole. Merci, Maliha. C'est très intéressant d'entendre comment vous avez engagé les prestataires du secteur privé au Pakistan. Et c'est évidemment très différent du secteur public, mais le fait de penser que, comme vous l'avez dit, et en réponse à la deuxième question, comment nous pouvons être en mesure d'adapter le modèle pour des secteurs d'intervention différents est très important et j'ai beaucoup apprécié vos réponses. Et merci à tous les panélistes d'avoir partagé les expériences propres à leur pays. C'est très important de comprendre les nuances de mise en œuvre dans différents contextes de pays et nous avez donné une image très intéressante sur la façon dont le modèle Beyond Bias pouvait être adapté. Donc, merci à vous tous les trois. Maintenant, je voudrais passer du contexte des pays à un contexte plus international et des leçons que nous avons apprises et que sur lesquelles vous pourrez réfléchir à la fin de ce séminaire, notamment pour réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser le guide How To dans votre propre contexte. Nous en avons parlé auparavant. Nous avons obtenu beaucoup de questions qui ont été soumises. Certaines missions ont été soumises par vos soins. Nous allons répondre à certaines des questions maintenant. Donc, j'aimerais demander à Abraham, Lydia Quinn d'activer leur caméra et de se rejoindre à nous dans le cadre de ce panel. Et nous pouvons passer à la diapositive suivante. Très bien, merci beaucoup. Peut-être d'abord, je voudrais vous poser quelques questions. Bram, notamment, merci de nous avoir fait une présentation très intéressante du modèle lui-même tout à l'heure. Mais maintenant, j'aimerais commencer par me pencher sur les apprentissages, les connaissances que nous avons tirées, ce qui reste à améliorer. J'aimerais que vous nous parliez du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage, la perspective MEL. J'ai vu des questions dans le chat à ce sujet. En tant que, est-ce que quand les pays pensent à la mise en œuvre de ce principe, quelles sont certaines des considérations les plus importantes qui vous viennent à l'esprit en ce qui concerne le suivi du projet et quels sont certains des apprentissages et des adaptations qui seront nécessaires que vous pourriez partager avec nous. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Martha. Il s'agit de très bonnes questions. Je dis toujours aux gens que pour
faire un bon programme, il faut qu'il y ait un bon suivi, une bonne évaluation. C'est important. Donc, je vais parler des activités de Beyond Bias qui ont été mises en œuvre. Nous avons organisé des sommets, des réunions, et nous avons pu engager les prestataires pour parler de ces questions. Et je pense qu'il est important de tenir compte de l'approche qui est utilisée pour cibler les prestataires dans le cadre de la santé sexuelle reproductive. Donc, nous avons fait un suivi pour essayer de comprendre, d'avoir du feedback sur les différents prestataires qui ont été engagés, avec qui nous avons discuté dans différents établissements, dans différents secteurs, et pour essayer de trouver comment nous avons pu obtenir du soutien supplémentaire pour nous aider dans ce programme. En ce qui concerne la partie de l'amélioration de la qualité dont vous avez parlé, je pense que nous avons eu des discussions qui ont été très utiles avec les prestataires et les personnes qui sont chargées de la mise en œuvre de ce programme. Et nous leur avons demandé d'évaluer les points de vue, de montrer ce qui marche, ce qui donne de bons résultats et ce qui pourrait encore être amélioré. Et nous avons essayé de trouver des moyens d'améliorer ce que nous faisons. Et en conséquence de cela, nous avons appris certaines choses et des façons d'adapter le programme pour renforcer l'action du programme Beyond Bias. Par exemple, nous avons constaté qu'une participation plus importante au niveau de la connexion crée des résultats plus appréciables. Donc, quand nous engageons des établissements, nous essayons de multiplier les connexions ou les établissements dans lesquels la communication joue un rôle important et permet de juger les performances sur un plus grand nombre de patients. Et nous utilisons ces informations pour motiver les participants à participer à la connexion en engageant les responsables, les dirigeants des différents établissements, en partageant les données. Et nous avons pu augmenter la participation à la connexion de plus de 10% lors du premier trimestre en utilisant les données que nous avons partagées avec les prestataires. C'est donc une leçon importante. Nous avons également appris dès le début qu'il faut fournir des opportunités suffisantes d'intégration et d'engagement pour atteindre plus de prestataires. Et dans notre outil de suivi, nous avons obtenu beaucoup de feedback des prestataires sur ce que nous avions fait et ils nous ont dit qu'ils voulaient plus d'opportunités de connexion. Donc, en conséquence de cela, nous avons adapté le système, des récompenses notamment, pour accroître la participation des prestataires. Donc, par exemple, notre première cérémonie sur les rapports reconnaît les établissements qui ont les scores les plus élevés en matière de reconnaissance et d'appréciation des patients. Mais ensuite, nous avons constaté lors des cérémonies suivantes que nous devions également cibler des catégories du genre d'établissements ayant eu le meilleur taux d'amélioration. Donc, cela a permis à beaucoup de participants, de prestataires, de voir ce qui avait été accompli et comment ils peuvent améliorer les choses quel que soit le point où ils en sont au niveau de leur participation. Donc, nous avons mis en valeur, mis en lumière une partie du guide de How To pour montrer comment aller de l'avant et comment progresser encore plus dans le domaine de la qualité et de l'amélioration du feedback des patients. Je vous repasse la parole. Oui, c'était vraiment très intéressant. J'aimerais entendre aussi comment vous utilisez ces données pour motiver les prestataires et les engager davantage et en tenant compte du feedback des prestataires pour l'application de ce modèle, notamment ce qui a été mentionné en ciblant les établissements qui ont eu le plus d'amélioration. Merci donc, Bram, pour tout cela. Diapositive suivante. Donc, Bram a partagé ses expériences au sujet du suivi de l'évaluation et de l'apprentissage, mais en continuant notre discussion sur l'apprentissage, la segmentation a été mentionnée comme étant l'une des nouvelles approches que nous avons testées et une question clé que nous avons reçue très souvent, c'est l'utilisation de l'analyse de segmentation. Donc, nous avons parlé de la segmentation en détail pendant ce webinaire. Nous en avions parlé également lors d'autres webinaires, mais j'aimerais entendre, Lydia, si vous pouviez nous parler
des leçons que vous avez tirées de l'intégration, de l'analyse de la segmentation dans Beyond Bias et quelles sont les recommandations que vous pourriez faire sur la façon dont ces leçons pourraient être adaptées à d'autres travaux à l'avenir. Bien, merci beaucoup, Martin. C'est tout à fait vrai. C'est une question que l'on se pose souvent. Et ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que nous avons un dossier avec des documents que nous recevons, pas seulement de Beyond Bias, mais aussi d'autres programmes parallèles qui nous permettent d'apprécier notre approche et de l'améliorer. Donc, tenez compte de tout cela parce que il faut vraiment tenir compte de l'intensité de ce travail. Et c'est important d'utiliser ces informations comme ressources. Donc, pour résumer, en tout cas, en quelques points, je dirais tout d'abord, premièrement, en ce qui concerne la segmentation, il y a une véritable tension, notamment pour le passage à échelle. Et ça, c'est vraiment un problème auquel il faut réfléchir. Donc, il y a énormément de complexité pour la segmentation des différentes audiences, où le plus petit sont les segments, plus vous allez avoir des nuances pour personnaliser votre message. Mais plus vous avez de nuances, moins vous allez avoir des découvertes généralisées. Donc c'est une danse, c'est une chorégraphie très subtile. Donc, il faut déterminer dès le début, même avant de commencer, comment équilibrer ces tensions et ensuite prendre des décisions en fonction des objectifs de votre programme, en fonction de ce qui fonctionne. Deuxième point que je souhaiterais soulever, est-ce que vous faites une diligence raisonnable pour votre analyse de segmentation? Laquelle est-elle la plus utile pour vous? C'est un aspect tout à fait nouveau, hein, c'est un aspect nouveau dans le monde de la santé. Et ici, par exemple, avec Beyond Bias, c'est un problème très complexe qui regarde à différentes variables, différents comportements, et vous allez peut-être avoir besoin d'un autre niveau de segmentation. Donc, faites attention de la façon dont vous allez déterminer dès le début ou même avant votre projet quel est le niveau de segmentation qui est le plus utile pour vous. Donc, par exemple, si vous personnalisez votre message à votre audience cible en utilisant des données déjà disponibles ou en utilisant des informations issues d'une réunion rapide ou peut-être en mettant en place un sondage, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre en place une segmentation trop complexe et qui va vous coûter cher d'ailleurs. Donc, c'est une décision que vous devez prendre au tout début de votre projet. Et dernier point, notamment en ce qui concerne les préjugés, je recommande que vous utilisiez des utilisations existantes, des informations qualitatives, notamment au niveau des segmentations psychoanalytiques. Et dans le guide que nous avons rédigé, nous vous offrons des informations pour vous aider à utiliser d'emblée ces informations pour que vous n'ayez pas à réinventer la roue. Donc, vous avez à votre disposition des informations que vous pouvez déjà utiliser d'emblée. Donc, utilisez les informations existantes. Vous allez pouvoir en faire bon usage. Merci beaucoup, Lydia, pour d'avoir partagé la complexité de cette segmentation. Je sais que c'est quelque chose que sur lequel vous pourriez parler pendant des heures. Et une fois encore, je vous recommande d'aller sur le site web Beyond Bias et regarder de près ce projet, ce dossier que nous avons construit. Diapositive suivante.
En plus de cet apprentissage et de cette mise en œuvre, Beyond Bias se concentre sur le passage à échelle. Et Bram, vous avez parlé des 3 composantes de cette intervention Beyond Bias. Summit, Connected, Reward. Et on a l'impression que Reward, donc les récompenses, est la composante la plus difficile pour laquelle nous pouvons passer à échelle. Donc, quelles sont les informations ou recommandations que vous avez pour passer à échelle Reward? Merci beaucoup, Martha. Ce segment peut être assez difficile à mettre en œuvre. Si vous regardez de près les ateliers ou les différentes sessions, et je sais que c'est un petit peu simpliste ici, il faut vraiment regarder de près comment elles vont être facilitées et modérées, car c'est 2 piliers, sommet et connect. Cependant, pour Reward, pour que cela fonctionne, vous devez développer une espèce de retour de données avec de nouvelles informations pour collecter des informations sur la performance des prestataires, toutes ces informations que vous allez devoir partager, et notamment les gestionnaires de ces établissements, pour que vous compreniez les informations, pour que vous puissiez les donner ces informations aux participants. Donc, nous avons utilisé donc, des emojis, des smileys, mais ça ne donnait pas suffisamment d'informations pour mettre le doigt sur la qualité de ces services. Donc, pas suffisamment de détails ici. Deuxièmement, c'est l'aspect de confiance. Il y avait différents prototypes où nous avons utilisé des tablettes où les clients pouvaient répondre à des sondages avec eux-mêmes, mais on a eu des problèmes parfois les clients n'ont pas compris les questions ou parfois même falsification des informations. Par exemple, utiliser des informations entre 9h et 5h, sachant que ces informations étaient entrées à minuit sur la tablette. Donc, il faut vraiment contrôler un petit peu toutes ces données, toute cette approche. Donc, l'approche que nous avons utilisée ici pour calculer ces scores de reward a impliqué des tablettes, la collecte de données au cours de la durée du projet. Et tout cela, bien sûr, a un coût monétaire qui est difficile pour passer à échelle. Mais on a essayé d'utiliser tout type d'informations, mais également une preuve de concept pour prouver la validité de cette approche. Donc, quelques recommandations que je souhaiterais partager ou qui sont testées dans d'autres pays. Donc, point important à retenir ici. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un outil compliqué avec des différents outils. Dans notre sondage de sortie, il y avait 90 questions. La première, c'était la prestation des soins, la qualité des soins. Donc, nous avons utilisé une analyse psychoanalytique pour essayer de comprendre qui permettent d'évaluer de la façon la plus efficace possible les performances des prestataires. Donc, 14 questions qui nous permettent cette évaluation, mais qui aussi assoient ces principes. Est-ce que vous avez reçu des questions? Est-ce que vous avez l'impression que le prestataire vous juge? Donc, si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de poser tant de questions. Et grâce à ces 14-15 questions, nous pouvons déterminer très rapidement s'il y avait des préjugés dans la prestation de service. Une fois que vous avez compris ça, pour mettre en place un score, il faut comprendre qu'il faut tirer profit des informations qui sont existantes, par exemple l'utilisation de clients mystères dans le principe de service de qualité. Donc, il est tout à fait possible que ce soit inclus dans les outils de ce client mystère.
aussi, il y a des contextes de mentorat ou des concepts de supervision qui intègrent ces questions, mais vous pouvez aussi former de façon efficace ces prestataires de soins pour poser des questions. Anyway, ce guide identifie cette approche pour passer à l'échelle de la façon la plus efficace possible. J'espère que j'ai répondu à la question, Martha. Absolument, Bram. Merci beaucoup pour ces détails. Et je crois que nous allons tous trouver ces recommandations dans notre guide. Donc, nous allons aller au-delà de encore quelques minutes. Donc, nous allons conclure dans les 15 prochaines minutes. Mais lorsqu'on pense du passage à échelle, donc nous reconnaissons que les biais, les préjugés est quelque chose de très complexe à gérer. Et nous sommes ici pour continuer la conversation dans différents contextes. J'aimerais que nous parlions d'opportunités futures qui vont bien évidemment demander, nécessiter le besoin, le soutien de bailleurs. Donc, je vais passer la question aux personnes, à Gwen, qui travaille dans la Bill and Melinda Gates Foundation, et quels sont les efforts donc, qui sont nécessaires pour intégrer ces leçons dans ces programmes de la jeunesse. Donc, là, vous avez la parole, Gwen. Donc, le premier, c'est de revenir sur le point à l'origine, au début de ce programme, à savoir quels sont les différents programmes dans lesquels cela peut être intégré. Donc, bien sûr, dans le projet ciblé sur les jeunes pour améliorer l'adoption de la contraception chez les jeunes. Il y a énormément d'opportunités pour intégrer ce modèle à grande échelle, ou par exemple pour cibler toutes les femmes en âge de se reproduire, mais même dans d'autres programmes de renforcement des capacités. Donc, il y a différents types de donateurs. Il y a des donateurs bilatéraux ils veulent inclure justement, ils veulent incorporer ce modèle d'au-delà des préjugés dans leur subvention. Mais aussi dans le côté des bailleurs, il faut voir ce qui est proposé. Est-ce qu'ils proposent quelque chose qui va au-delà de ce qui est traditionnel, donc au-delà des formations traditionnelles, qui inclut le Beyond Bias, ce modèle. Donc, il y a également des opportunités de regarder des objectifs qui se concentrent sur les pré-services. Peut-être pas l'ensemble du modèle, mais peut-être quelques points spécifiques qui pourraient être intégrés dans des formations de base. Ça pourrait être intéressant. Autre chose, comme l'a dit Bram, et de façon très claire, c'est sur les récompenses, les rewards. Il faut essayer de comprendre quelles sont les récompenses d'un point de vue du bailleur qui permettrait justement la mise en œuvre de ce modèle et faire en sorte de passer à l'échelle ce modèle, ce pilier de récompense via différents tests, via des expérimentations. Deuxième partie de votre question sur l'intégration des leçons apprises. Tout a plus ou moins été déjà mentionné, mais pour revenir aux donateurs, il y a différents vecteurs de ces préjugés et très souvent
le préjugé vont se manifester de façon différente selon le contexte. Il faut continuer de travailler sur la segmentation pour essayer de comprendre dans quel contexte comment il se présente en fonction du contexte et de ses programmes et comment le gérer. Autre point, c'est faire en sorte que les secteurs privés et publics sont sollicités et dès le début pour offrir les meilleures solutions possibles. Et autre point, concernant les données, ça a été évoqué par Bram, pour faire en sorte que les donateurs qui essaient de dupliquer ces modèles ont accès à des données de qualité pour garantir que ce pilier de récompense peut être passé à échelle. Donc, il faut adopter, donc autre dernier point, il faut adopter une méthode de pensée, un état d'esprit de croissance et faire comprendre, pour faire en sorte que ces prestataires de santé offrent le meilleur service de santé possible, mais il faut bien évidemment vérifier, enfin regarder de près leur propre comportement. Mais il faut bien évidemment renforcer ce principe. Thank you, Gwen. I think everybody always Merci, Gwen. Je pense que tout le monde veut se mettre à la place d'un donateur, donc je vous apprécie beaucoup que vous ayez partagé avec nous l'état de vos réflexions et ce qui va se passer avec vous et d'autres donateurs. Et nous avons besoin de l'engagement des donateurs à l'avenir. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé vos pensées avec nous. Je voudrais passer à la diapositive suivante maintenant. La première question qu'avait Gwen, elle parlait de l'intégration des apprentissages de Beyond Bias dans les programmes, ciblant les jeunes. Nous avons reçu beaucoup de questions sur l'application de ceci à d'autres domaines. Lydia, vous pourriez peut-être parler un peu de cela et nous parler de la façon dont vous pouvez voir comment le modèle Beyond Bias pourrait être applicable à d'autres domaines d'intervention du système de santé ou du secteur du développement. Oui, tout à fait, c'est une excellente question. Donc, le modèle Beyond Bias peut être effectivement exporté en dehors de ce domaine très précis. Par exemple, il pourrait être utilisé pour travailler avec des prestataires de services de santé dans d'autres domaines, notamment pour essayer d'améliorer la qualité de leurs soins. C'est quelque chose qui pourrait être utilisé. Ou il pourrait être aussi utilisé pour encourager l'amélioration des soins pour des communautés marginalisées. Donc, les changements qui sont suggérés sont applicables et adaptables à d'autres domaines d'intervention. Et c'est la beauté de ce système. C'est important que les gens comprennent cela, que les composantes de base du modèle peuvent être utilisées en dehors de ce secteur. Une autre chose que dont Gwen a parlé qui est très intéressant, c'est le fait qu'il faut tenir compte des déficiences des programmes de formation. Et c'est quelque chose que nous pouvons peut-être identifier sur la base de l'expérience que nous avons entendue ici. C'est que lorsqu'un programme, pour qu'un programme soit efficace, il faut aller au-delà de la formation traditionnelle et peut-être aller au-delà de ça pour fournir une assistante aux personnes qui vont travailler sur le terrain de façon à améliorer la qualité de leurs services. Donc, nous devons tenir compte de cela et le comprendre. Merci beaucoup, Lydia. J'aimais beaucoup ce que vous avez dit et je pense que la source de ces apprentissages, c'est parce que nous avons utilisé des approches révolutionnaires, si j'ose dire, pour ces projets. Et donc, nous avons eu une approche multidisciplinaire de ces projets dont nous avons parlé. Beyond Bias joue ce rôle. C'est un programme très innovant, utiliser une approche multidisciplinaire pour lutter contre les prestataires en s'adressant à un consortium de partenaires qui ont tous contribué à notre action. Et cela inclut, comme vous l'avez mentionné, non seulement
examiner les conditions humaines, enfin, le côté humain, mais l'analyse de la segmentation, mais également l'économie des comportements et d'autres domaines qui sont très complexes. Et j'aimerais maintenant passer à la diapositive suivante et peut-être vous faire réfléchir à toute la coordination qui est nécessaire pour un projet multidisciplinaire comme ceci, du point de vue du bailleur, et comment on peut s'adapter constamment. Et vous avez entendu parler de cela tout au long du séminaire. Peut-être que Gwyn, vous pourriez parler à nouveau du point de vue d'un bailleur. Qu'est-ce que vous avez appris du soutien d'un programme, d'un projet multidisciplinaire aussi complexe que celui-ci, et qu'est-ce que vous diriez à d'autres bailleurs, parce que nous avons already indiqué qu'il y a d'autres bailleurs qui sont prêts à soutenir ce type de programme. Qu'est-ce que vous leur diriez sur les façons dont ils pourraient aider en finançant un projet aussi innovant que celui-ci? C'est une question intéressante et je voulais dire que quand nous avons fait cette évaluation, nous avons réfléchi aux façons dont il pourrait être utilisé dans des domaines multidisciplinaires. Et pour nous, c'est également une expérience d'apprentissage, de voir comment un projet innovant pouvait être financé, comment nous pourrions contribuer à l'élargissement de ce projet. Et Beyond Bias a joué un très grand rôle ici pour montrer, ouvrir la voie à ce type de projet qui peut être financé par des organisations telles que la nôtre. Ce que je dirais aux autres bailleurs, c'est de montrer à quel point il y a des avantages, qu'on peut bénéficier d'une approche multidisciplinaire et il y a plusieurs des perspectives, des points de vue différents qui doivent être réconciliés et il faut comprendre les points de vue des autres personnes, des autres parties prenantes pour élaborer des solutions. Et c'est des fois plus utile que de s'appuyer seulement sur une opinion. Ceci étant dit, je voulais dire que si je m'adressais aux autres bailleurs, ce que je leur dirais, c'est que même au stade précoce d'un projet, il est important de gérer la complexité des partenariats. Il faut toujours tenir compte de ça, même si en tant que bailleur, vous pouvez présenter vos idées, il faut tenir compte de la complexité des problèmes dans un projet aussi large, aussi étendu que celui-ci. Il faut savoir qui joue quel rôle, qui a telle responsabilité. Il faut être très clair dans la structuration de l'équipe du projet. Il faut voir comment les décisions seront reçues, comment elles seront appliquées dans un contexte précis et notamment en tenant compte de l'avis des experts, des économistes et d'autres personnes qui peuvent suggérer certaines choses d'une façon ou d'une autre. À quoi faut-il donner la priorité à l'avenir? Donc, il faut être conscient de ce problème, de cette complexité. Ça aide à mettre en place cette approche de partenariat multidimensionnel. Et d'autres choses que j'aimerais dire, c'est qu'il faut prendre un certain degré de risque. Les bailleurs doivent être conscients de cela. Les fondations doivent se rendre compte qu'il y a des risques et ils doivent accepter cela. Il faut s'assurer qu'elles peuvent faire preuve de flexibilité. Et je ne pourrais jamais souligner cela trop parce que souvent des interventions d'État ne sont pas connues au début. Il faut s'adapter au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet. C'est pour ça qu'il faut que les fondations aient un certain degré de flexibilité. Et il faut que ces organisations puissent ajuster leur programme au fil du temps. Et cela peut également indiquer le besoin d'avoir un calendrier, de s'organiser. Et même dans une approche multidisciplinaire, nous devons essayer de planifier un calendrier, tenir compte s'il y aura des rallonges, s'il y aura des reports de certaines échéances pour des objectifs à atteindre. Merci beaucoup, Gwen. Et je suis heureux de voir que les bailleurs, eux aussi, ont appris de ce projet et l'importance de la flexibilité et du calendrier et de l'acceptation du risque. Ça fait peur aux bailleurs, bien entendu. Mais dans un projet comme ça, on se rend compte que les récompenses sont importantes si on est flexible et si on tient compte de cela. Et la diapositive suivante est à nouveau les deux dernières questions. Je me reste à Gwen, mais il y a d'autres personnes qui sont là aussi. En tant que bailleur qui a participé
depuis les stades de la conceptualisation et du lancement, et ensuite la mise en œuvre de Beyond Bias. La question que j'ai, c'est que je voudrais entendre votre réponse, c'est qu'est-ce qui vous a surpris le plus jusqu'à présent au sujet de ce projet? Merci. En fait, je vais dire deux choses à ce sujet. D'abord, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec Lydia, d'aller au Burkina Faso et d'observer de première main ce qui se passait. Et pour les gens qui sont présents au webinaire, qui me connaissent, je travaille depuis longtemps sur ce projet, sur des projets de ce genre, et j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec les prestataires à la question de formation. Et ce que je veux dire, c'est qu'au début, je me disais, je ne sais pas ce qui va se passer, nous allons fournir des vidéos, des assistances, des programmes, et dans quelle mesure est-ce que le prestataire doit être ouvert et sera honnête et sera franc? Et j'ai vu en fait des prestataires qui étaient en larmes parce qu'ils ne se rendaient pas compte de ces problèmes, de ces préjugés. Simplement, ça leur a ouvert l'esprit. Ils ont des fois partagé leurs histoires personnelles avec certaines patientes qui les avaient. Et ça, c'était très, très instructif. Et j'ai montré à quel point ça venait direct droit du cœur, qu'ils travaillaient, qu'ils s'efforçaient de changer les choses. Et ça a beaucoup influencé les bailleurs, je dois dire, de voir à quel point c'était quelque chose qui tenait au cœur de ces prestataires. Et je suis dans une salle et j'entends des prestataires qui me disent quels sont leurs problèmes. Et il y a des superviseurs qui sont là avec des prestataires, mais malgré ça, certains prestataires se sont ouverts complètement et montré honnêtement quels étaient les problèmes, quelles étaient les approches qu'ils espéraient utiliser pour résoudre ces problèmes et améliorer la qualité des soins. Merci beaucoup, Gwyn, et votre réponse me rappelle à la raison pour laquelle nous faisons ce travail. Depuis le début de la pandémie, nous avons été loin du terrain souvent, mais le fait de voir une vidéo ou d'écouter vos histoires, vos narratifs nous montre à quel point c'est important de continuer à travailler dans ces domaines. Donc, merci d'avoir partagé cela. Et nous allons maintenant conclure, mais j'ai une dernière question pour Lydia. Si nous voulons passer à la diapositive suivante, Gwen y a fait allusion. Et bien sûr, tout le monde est conscient du fait que la pandémie a perturbé nos activités, mais en dehors de la perturbation causée par la pandémie, quelles ont été les principales surprises pour vous en tant que directeur de projet lors de la mise en œuvre que d'autres responsables de projet devraient tenir compte à l'avenir quand ils veulent mettre en œuvre Beyond Bias? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais Gwen, je veux dire, vos commentaires, je le ressens moi, au plus profond de moi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est très important de tenir compte de cet aspect humain. Et la question sur les surprises, bon, je ne sais pas, peut-être que comme Gwen l'a mentionné, c'est les défis à relever en raison de la complexité de ces programmes. Et il fallait comprendre, nous avons compris les problèmes des prestataires eux-mêmes et cela nous a vraiment ouvert l'esprit, notamment mieux comprendre la situation, de savoir comment lutter contre ces préjugés en bénéficiant des commentaires des prestataires eux-mêmes. Et honnêtement, je pense que ça a beaucoup aidé. Et je pense que ces 6 derniers mois, c'était fantastique ce que nous avons fait, car nous avons passé ces 6 derniers mois à retourner à la case départ, en fait, essayer d'adapter nos programmes, nos projets, nos actions, nos interventions au vu de ce que nous avons appris, du feedback des prestataires. Et oui, nous avons effectué des améliorations, comme Bram l'a noté, mais je ne soulignerai jamais à quel point nous avons besoin d'aide. Tout le monde doit participer, nous devons tous travailler ensemble. Et un autre élément important pour moi, c'est pas vraiment une surprise, mais un point de réflexion. C'est le niveau d'empathie avec les prestataires. Bien sûr, là, on s'attaque aux préjugés, aux barrières à l'accès à la contraception, et c'est toujours un point valide, bien entendu, mais réellement, après des années de discussion avec les prestataires, je pense que j'ai encore plus de respect qu'avant
pour les prestataires. Je comprends beaucoup mieux où ils se trouvent et quels sont leurs problèmes. Et maintenant, je suis en mesure de mieux évaluer leur travail et l'apprécier. Et je pense que c'est important parce que si on parlait de la fragmentation, de la mise en œuvre, effectivement, mais il faut tenir compte des données qui nous permettent de surmonter cette fragmentation. Et parfois, la façon dont nous évaluons la situation nous permet de faire des progrès dans ce domaine, car nous traitons avec des êtres humains. Et cela pose des questions sur les méthodes de choix. Et surtout, quand il s'agit de parler avec des jeunes qui sont souvent réticents à choisir une méthode parce qu'ils n'ont pas toutes les informations en main. Et donc, je pense que quand on évalue le travail d'un prestataire qui essaye de guider une jeune fille, par exemple, et qui tient compte de ses préjugés, il faut qu'il réfléchisse aux tenants et aux aboutissants de chaque décision. Et je pense qu'il faut les aider à aider les jeunes à faire un choix éclairé. Yeah, such an important point, Lydia. I couldn't say it better, so thank you for that. Je pense que ça n'aurait pas pu être mieux expliqué. Merci à tous nos panélistes pour toutes vos réponses. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous essayer de comprendre ce que nous pouvons faire pour mesurer ces préjugés. Comment est-ce que nous pouvons faire preuve de plus d'empathie par rapport à nos prestataires. Énormément de travail encore à faire, mais les apprentissages issus de ce projet au cours des dernières années a été remarquable et je suis vraiment fière de pouvoir les partager aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous et Lydia, je te repasse la parole pour dernière remarque de conclusion. Merci à mes panélistes et merci à vous tous d'être restés lors de cette remarquable conversation. J'espère que nous avons été une source d'inspiration et je voudrais prendre ces quelques instants et cette opportunité pour remercier le consortium Beyond Bias en commençant par WildLab Chemical Connective and RAND, car ça a été un effort collectif. Merci pour votre partenariat. Et j'espère que vous saurez, vous également, être fiers de ce que nous avons fait, mais aussi à la mise en œuvre, l'équipe de mise en œuvre de Pathfinder. Je voudrais également remercier la Fondation Gates pour avoir été aussi souple avec nous. Et merci à Gwyn pour son soutien et partenariat au cours des années. Merci beaucoup. Je voudrais prendre quelques minutes pour un de nos collègues qui est décédé malheureusement le mois dernier. Monsieur Bébé était un champion pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes au Burkina Faso. Il a participé à ce projet depuis son début, donc c'est très difficile de continuer sans lui. Il nous manque terriblement, mais nous sommes heureux de savoir que son travail et son héritage va continuer de vivre au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays et bien au-delà. Et dernière diapositive. Comme cela a été fait précédemment, nous allons bien sûr partager l'enregistrement de ce webinaire. Et n'oubliez pas que nous avons énormément de ressources à votre disposition sur notre site web qui est à portée de vos doigts, de votre clavier. Donc, utilisez ces ressources, s'il vous plaît. C'est un projet de recherche, c'est une preuve de concept. Nous avons produit énormément d'informations disponibles. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à beyondbias@pathfinder.org. Et pour conclure, cela était un voyage extraordinaire, une aventure extraordinaire d'être à la tête de ce projet. Nous avons eu des hauts et des bas, ça c'est certain, mais
nous avons tellement appris. Et, et même si les choses ont été très difficiles, et même si nos perspectives étaient différentes, nous avons été capables de rester concentrés sur l'objectif présent. Comment est-ce que nous sommes restés concentrés sur cette fille, sur cette vidéo dans son village? Parce qu'il s'agit de son histoire, il s'agit d'elle et de toutes les autres. Donc, j'espère que vous allez avoir accès à ce guide et que vous allez tous vous poser ces questions et que vous gardez en tête cette jeune fille dans son village. Merci pour votre temps, merci pour votre attention, merci de nous avoir rejoints et je vous souhaite un excellent reste de votre journée. Au revoir.